Nous allons dans cette vidéo décrire d'une manière simple quelle est la structure de l'univers et voir quelle position occupe la Terre dans cet univers. Alors hop, décollons tout de suite, prenons un petit peu de recul, observons la Terre. Donc comme on le verra, il s'agit d'une planète rocheuse. Elle a un rayon inférieur à 7000 km. Et si on reprend encore un peu plus de recul, on se rend compte que la Terre n'est pas toute seule. Elle est accompagnée d'un petit satellite, la Lune, qui est 4 fois moins grande que la Terre et est située à une distance de 384 000 km. Alors si déjà on se déplaçait à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde, il faudrait quand même déjà un peu moins d'une seconde et demie pour rejoindre la Lune depuis la surface de la Terre. Alors ce petit couple Terre-Lune entame une danse autour de son étoile la plus proche qui est le Soleil en un peu plus de 365 jours. La distance entre la Terre et le Soleil est approximativement de 150 millions de kilomètres, soit 400 fois quand même la distance Terre-Lune. Pour les astronomes, cette distance représente une unité qui sera beaucoup plus facile à utiliser quand on va parler de plus grande distance, plutôt que de parler en kilomètres. On va l'appeler l'unité astronomique et représente donc à peu près 150 millions de kilomètres. Si encore une fois on est un photon de lumière, eh bien on mettrait à peu près 8 minutes 20 secondes depuis le Soleil pour atteindre la surface de la Terre. Alors faisons déjà une petite pause dans notre voyage pour nous intéresser à notre étoile. Alors, c'est une étoile qui peut contenir, déjà pour se donner une idée du volume, près d'1 300 000 terres. C'est-à-dire que le Soleil a un rayon qui est 109 fois plus gros que celui de la Terre. Alors, il s'agit d'une étoile, c'est-à-dire un objet qui est capable de produire son énergie, de produire donc sa lumière par elle-même. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette étoile qui produit son énergie? Eh bien, l'intérieur de l'étoile a une température qui monte, qui atteint les 15 millions de degrés. Ça suffit pour enclencher des fusions nucléaires et libérer une énergie colossale et donc des photons qui vont entamer un long voyage de plusieurs millions d'années vers la surface de l'étoile, où finalement ils vont être émis et faire ces 8 minutes 20 de voyage vers la Terre où nous pourrons les voir. À la surface du Soleil, il y a une zone qu'on appelle photosphère. Donc c'est la surface du Soleil que nous repérons, celle dont nous provient la lumière, et cette surface a une température de 5500 degrés. Au-delà, il y a une zone qu'on appelle la couronne, qui est soumise à d'intenses champs magnétiques. Et dans cette zone, on observe des éruptions solaires. Et dans la couronne, la température est d'à peu près 100 000 degrés. Alors que se passera-t-il quand le Soleil aura consommé tout son carburant? Alors petit retour en arrière, le Soleil est né il y a 4,5 milliards d'années avec tous les objets du système solaire comme on le verra. Eh bien, dans 4 milliards d'années, à peu près, dans 4,5 milliards d'années, le volume du Soleil va augmenter quand il aura consommé tout son hydrogène et deviendra une géante rouge. Cette géante rouge va expulser ses couches périphériques et son cœur va se contracter et devenir une naine blanche dont le rayonnement finalement ne sera plus lié qu'à son refroidissement. L'ensemble va former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Alors des nébuleuses planétaires, en voici deux exemples. Alors, le premier avec les nébuleuses planétaires de la Lyre, encore appelée nébuleuse de l'Anneau, elle a entre 3000 et 6000 ans, et pour se rendre compte, alors au centre il reste une naine blanche, mais pour se rendre compte des dimensions, il faut voir que le diamètre de cette nébuleuse planétaire est estimé à 2,4 années-lumière. Encore un autre exemple, dans la constellation du Dragon, une nébuleuse, la nébuleuse de l'œil de chat, qui est située à 3600 années-lumière, qui est datée en estimation d'il y a 1000 ans. Donc encore une image magnifique ici de la fin de vie d'une étoile. Alors ces nébuleuses planétaires, on estime que leur durée d'existence est d'à peu près 50 000 ans. Alors rapidement, est-ce que toutes les étoiles ont la même histoire finalement, ont la même fin de vie? Alors, je vais prendre un exemple ici avec le Soleil que j'ai représenté par ce petit pixel. Il existe dans l'univers des étoiles plus petites que le Soleil, comme par exemple des naines rouges, si le Soleil est situé ici.
Mais il existe aussi des étoiles qui sont bien plus grandes que le Soleil, comme celle qui est représentée ici, qui est UY Scuti, qui est située à 9500 années-lumière. Pour avoir une idée, vous voyez, elle n'est juste représentée qu'en partie. Elle est 1700 fois plus grande que notre Soleil, et elle appartient au groupe de ce qu'on appelle des géantes rouges. Alors les étoiles qui sont plus grosses que le Soleil, telles qu'elles sont représentées ici, les géantes bleues, les géantes rouges, eh bien, ont une fin de vie qui est pas du tout la même que notre Soleil. Elles ont une fin de vie un peu plus cataclysmique puisqu'elles finissent par exploser pour former ce qu'on appelle une supernova. Et cette supernova va disséminer dans l'espace autour d'elle un ensemble de gaz, de poussière qui formera une nébuleuse qui sera une véritable nurserie d'étoiles, c'est-à-dire à l'intérieur de laquelle de nouvelles étoiles se reformeront par effondrement gravitationnel, et puis de nouveaux cycles de vie d'étoiles prendront naissance. Alors on a finalement très peu de chances d'observer une supernova pendant notre vie, mais voici celle qui a été observée en 1604, c'est la supernova de Kepler qui a été visible pendant un an. À droite, vous avez la supernova du Crabe, qui a été visible de juillet 1054 à avril 1056. Elle est située à 6200 années-lumière dans la constellation du Taureau. Pour se donner encore une fois une idée des dimensions, le diamètre de cette nébuleuse ici est de 10 années-lumière. Et les gaz et les poussières qui en forment la frontière ici ont une vitesse d'expansion de 1500 km par seconde. Alors retournons-nous et on voit, on quitte finalement ce Soleil définitivement et on se rend compte que notre planète n'est pas le seul objet qui, avec son satellite, qui orbite autour du Soleil. Il y a 8 planètes, il y a 5 planètes naines qui ne sont pas représentées ici, il y a des dizaines de milliers d'astéroïdes, dont la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, il y a des centaines de milliers de comètes et de corps glacés. Alors pour donner une idée des distances, Neptune est situé à 30 unités astronomiques du Soleil, ce qui représente quand même un voyage de 4 heures-lumière. Si on se déplaçait dans un objet à une vitesse de 100 km/h, il faudrait plus de 5000 ans pour rejoindre Neptune depuis la surface du Soleil. Alors notre système solaire ne s'arrête pas aux planètes comme Neptune par exemple ici, c'est-à-dire à 30 unités astronomiques. Il s'étend bien au-delà. Alors si on représente notre Soleil ici, les planètes dont on a parlé tout à l'heure avec Neptune représenté ici, eh bien si on s'éloigne encore de Neptune, on rencontre une ceinture de corps glacés qui correspondent au reste de la formation du système solaire, qui est composée de planètes naines et de centaines de comètes. Eh bien cet objet qui s'étend entre 30 et 50 et 55 unités astronomiques correspond à ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Changeons encore d'échelle, donc voici notre ceinture de Kuiper, et on s'éloigne encore plus du Soleil pour atteindre les limites qu'on appelle le nuage de Oort, qui correspond à la limite de la zone d'influence gravitationnelle de notre Soleil. Ce nuage de Oort est composé de centaines de milliers de corps glacés également, de comètes, et c'est finalement à cet endroit que se situe la fin de l'influence gravitationnelle de notre Soleil, et donc on pourrait considérer qu'il s'agit de la limite réelle de notre système solaire. Ce nuage de Oort est situé à 100 000 unités astronomiques de notre étoile, donc on peut considérer que à partir de ce moment-ci, il vaut mieux parler en années-lumière, puisqu'on va jongler maintenant avec des chiffres quand même assez grands. Et donc, pour atteindre la limite de notre système solaire, un photon qui aurait quitté le Soleil voyagerait pendant 1 an et demi pour atteindre donc cette limite. Alors, continuons à nous éloigner du Soleil et quittons le nuage de Oort. Eh bien, on se rend compte que après avoir quitté le nuage de Oort, eh bien, on rencontre la première étoile, qui est Proxima du Centaure. C'est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Elle est située à un peu plus de 4 années-lumière de notre étoile. Le nuage de Oort, pour se le représenter par rapport à cette distance, il est situé au quart de la distance entre notre étoile et cette étoile la plus proche, Proxima du Centaure.
Alors si on avait toujours notre petite voiture à 100 km/h, il faudrait 60 millions d'années pour atteindre Proxima du Centaure. Alors, autour de notre Soleil, si on s'intéresse aux autres étoiles, on se rend compte que la majorité des étoiles qui nous entourent sont des naines rouges, sont de petites étoiles qui représentent à peu près un dixième de la masse du Soleil, qui sont 100 fois moins lumineuses. Et d'ailleurs, dans l'univers observable, 80% des étoiles de l'univers sont des naines rouges. Si on se place dans un volume de 65 années-lumière, eh bien, voici les étoiles principales que l'on rencontre autour de notre Soleil. Donc effectivement, nous ne sommes vraiment pas tout seuls. Alors il y a des étoiles célèbres, je vous laisserai les rechercher, comme Aldébaran, comme Arcturus, et comme l'exolune Pandora dans le système d'Alpha Centauri. Alors prenons encore un petit peu de recul et on se rend compte que le Soleil est situé et regroupé dans un vaste ensemble d'étoiles qu'on appelle le bras d'Orion, qui contient 300 millions d'étoiles, c'est-à-dire dans son rayon de 5000 années-lumière ici, on peut dénombrer 300 millions d'étoiles. Alors, encore un peu de recul et on se rend compte que ce bras d'Orion, justement, est situé dans un ensemble vaste qu'on appelle une galaxie, qui est un vaste regroupement d'étoiles de 100 000 années-lumière de diamètre. Alors ce bras d'Orion, en fait, représente une des spirales de cette galaxie. Et c'est la raison pour laquelle cette galaxie est appelée une galaxie spirale, puisqu'elle est composée de nombreux bras ou de nombreuses spirales. Elle contient 200 à 400 milliards d'étoiles, et notre Soleil est situé à peu près à 26 000 années-lumière du centre galactique. Alors ce centre galactique, vous voyez, est très lumineux parce qu'il est composé de très nombreuses étoiles qui, en moyenne, sont beaucoup plus rapprochées entre elles au cœur de la galaxie qu'en périphérie. Alors on peut observer cette galaxie par dans un ciel nocturne, puisque comme on se situe sur un de ses bras, une relativement bonne distance du centre galactique, eh bien on peut observer notre galaxie par la tranche, un peu comme vous observeriez une assiette par la tranche. C'est ce que l'on voit ici. Donc là, ce que l'on voit, c'est notre galaxie vue par la tranche. Alors bien sûr, dans des conditions optimales, ça m'étonnerait que à Dunkerque, on voit ça aussi bien. Alors notre galaxie a une petite heure, c'est la galaxie d'Andromède, qui est située à 2,55 années-lumière de nous. C'est une galaxie qui est vraiment la petite sœur de la nôtre, elle contient également à peu près 200 à 400 milliards d'étoiles, c'est aussi une galaxie spirale. Alors ces galaxies, en fait, ne sont pas seules également, ne se déplacent pas seules dans l'espace, car 95% des galaxies se rassemblent pour former des amas. On estime qu'il y a à peu près 25 milliards d'amas ou de groupes d'étoiles dans l'univers. Notre Voie lactée appartient à un groupe de galaxies qu'on appelle donc le groupe local, dont on reconnaît ici la galaxie d'Andromède. Alors encore un petit peu plus loin, voici la galaxie du dollar d'argent qui est située à 11 millions d'années-lumière, c'est-à-dire qu'il y a d'autres galaxies au-delà de notre groupe local. Alors, faisons un petit voyage, reculons, et voici où se situe notre groupe local. Finalement, c'est vraiment tout petit sur ce schéma, donc qui représente un cube de 100 millions d'années-lumière. Alors les amas eux-mêmes ne sont pas isolés, ils évoluent conjointement avec d'autres amas pour former ce qu'on appelle un ensemble plus vaste qui est un superamas. Nous appartenons au superamas de la Vierge qui compte de nombreux amas et groupes de galaxies. Alors dernièrement, les astronomes ont découvert que le superamas de la Vierge, donc qui est représenté ici, ne serait en fait que la plus grande extension d'une structure beaucoup plus grande qu'on appelle le superamas Laniakea. Et autour de ce superamas Laniakea, vous voyez ici d'autres superamas. Et entre les deux, eh bien, des zones de vide, comme on peut le voir sur la diapo suivante. On voit ici ces zones où les superamas sont regroupés en feuillets, en murs, et à l'intérieur ici des zones noires que représente le vide. Bon, genre de vide spatial si vous voulez, qui représenterait à peu près 90% du volume de l'univers. Alors chaque point représente un superamas,
Et donc voici à quoi ressemblerait l'univers observable, un ensemble de super-hommes.